Cette émission, Alain est une émission qui aborde toutes questions liées à l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, prête serment, c'est samedi 20 janvier 2024, comme l'indique le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Mesdames, Messieurs, nous allons toucher ces sujets, mais également nous irons un peu plus loin, mais nous allons rester dans la province du Nord Kivu où nous allons parler des problèmes sécuritaires qui aujourd'hui secouent toute la partie presque est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, voilà donc des sujets qui feront l'objet de cette émission à la une de l'actualité sur Hope Channel Télévision. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul sur ces plateaux de Hope Channel Télévision. Je m'en vais directement vous présenter le premier invité. Lui, c'est Kakule Sassita. Je rappelle qu'il est coordonnateur provincial des partis politiques ensemble de Moïse Katumbi. Kakule Sassita, bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous saluons aussi nos téléspectateurs. Voilà, merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Bastien. Voilà, de l'autre côté, mesdames, messieurs, je serai avec un autre coordonnateur, mais cette fois-ci, il n'est pas du parti politique d'ensemble, mais il est coordonnateur de l'Union sacrée ici en province du Nord Kivu. Lui, c'est Christian Tombo. Christian Tombo, bonjour, bienvenue. Ouais, bonjour Monsieur Jonas, et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ces plateaux. Et je salue également tous nos téléspectateurs. Et meilleurs vœux à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Voilà donc, très chers téléspectateurs d'Europe Channel Télévision, sont là les deux invités avec qui nous serons en train de débattre sur ces sujets ici, sur les plateaux d'Europe Channel Télévision. Et sans plus tarder, je m'en vais directement commencer par le premier sujet que je venais de vous annoncer tout de suite. Vous le savez très bien, Félix-Antoine Tshisekedi a été réélu président de la République démocratique du Congo avec des résultats en tout cas un peu écrasants, si on peut le dire comme ça. Mais si on peut essayer un peu d'aller plus loin, lors de proclamation des résultats des candidats députés nationaux sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, vous avez été surpris comme moi. Aucun candidat de l'opposition n'a réussi, en tout cas, n'a obtenu, je veux dire ici au Nord Kivu, même dans la province du Sud Kivu, aucun opposant n'a réussi à la députation nationale. Tout d'abord, Kakule Sassita, vous faites partie des opposants de la province du Nord Kivu. Tout d'abord, Félix-Antoine Tshisekedi prête serment, c'est samedi. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux résultats prononcés par la Commission électorale nationale indépendante CENI? Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on dise devant, comme on vient de le dire, par rapport aux résultats des élections du 20 décembre 2023. Réélu président avec un score, comme on vient de le dire, écrasant, 73%. Et par conséquent, plutôt par la suite, nous apprenons qu'il y a des agents de la CENI qui seraient aux arrêts, puisqu'ils ont orchestré la fraude, ils ont facilité la fraude. Par la suite, nous apprenons que certains candidats députés nationaux et provinciaux sont invalidés par la CENI à la suite du fait qu'ils ont contribué à la fraude. Ils ont été retrouvés avec des machines à voter dans les résidences, dans les champs. Et entre-temps, nous apprenons que
même au sein de ce que l'on appellerait la majorité, qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée, il y a une grogne terrible. Les gens sont agités. Il y en a de ceux qui considèrent qu'ils auraient mieux que ce qu'ils ont eu. Il y en a de ceux qui considèrent que non, telle personne n'aurait pas eu tel score. Il faudrait que ça soit plutôt moi, que ça soit plutôt nous. C'est donc une prestation de serment qui pourra avoir lieu dans un contexte un peu agité. Agité à tous les sens. À tous les sens, puisque pour ceux de l'opposition, comme on vient de le dire, se disent, bon, est-ce un événement? Moi, personnellement, je peux dire que c'est un événement puisque la Constitution le prévoit tel. Mais dans la réalité, dans la vie sociale des gens, c'est-à-dire dans les faits, c'est comme s'il y en a de ceux qui seront là pour observer, mais de cœur, ils ne sont pas avec. Il y en a peut-être d'autres qui se diront, bon, nous ne sommes pas concernés. Quand bien même ils sont déjà proclamés députés, et généralement ceux de l'opposition, se diront, bon, nous avons plusieurs fois assisté à ces prestations de serment où même ceux de l'opposition participent puisqu'ils sont déjà proclamés députés nationaux ou provinciaux. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que celle de ces camps y arrive. Je crois qu'il y en aura même de ceux de l'Union sacrée qui, à la suite de cette grogne que nous sommes en train de suivre au sein de cette famille, se diront, bon, autant on n'a pas encore répondu à telle ou telle autre de mes préoccupations par rapport à cette publication, à cette proclamation provisoire. Alors moi, je me réserve, j'observe aussi. Voilà, ça veut dire que la prestation pourra peut-être avoir lieu, mais c'est à peine. C'est à peine par rapport au contexte des élections. Voilà, Kakule Sassita, vous avez souligné que la prestation de serment va se passer, mais dans un contexte très agité. Oui. Et je vais le rappeler, on a tous compris que les leaders de l'opposition, à l'occurrence Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Anzoulouni, ont appelé la population à manifester pendant que la prestation de serment sera en cours. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, vous comme répondant numéro 1 d'ensemble? Oui, c'est-à-dire ce que j'appelle agitation dans tous les sens. Vous voyez que même pendant que les uns seront en train de se prétendre qu'ils sont en train de prêter serment, il y en aura d'autres qui seront peut-être à la rue en train de contester le résultat et par conséquent la prestation de serment elle-même. Ça veut dire que c'est un contexte très agité, ce qui n'a jamais été pour les autres prestations de serment qui ont eu lieu. Nous n'avons jamais appris que pendant que la prestation a lieu, il y en a de ceux qui sont à la rue en train de marcher. Ça veut dire, personnellement, je me dis, c'est comme un forcing. C'est une situation que nous sommes en train de vivre, mais dont nous ignorons jusque-là l'issue. Il y en a de ceux qui considèrent que bitapita, comme on le dit à langue, bitapita, ça a toujours été comme ça. Mais il y en a d'autres qui considèrent que non, il faut bien voir, la situation n'est pas telle que nous l'avons vécue pour les autres élections. Et alors avec ça, c'est ce que j'appelle l'agitation. Et curieusement, comme je viens de le dire là, c'est presque dans tous les sens. Que ça soit du camp de ceux qui sont dans l'opposition et dans le cas de ceux qui prétendent avoir gagné, il y a partout des agitations. Mais ce qui porte déjà des doutes sur le résultat et par conséquent sur la réussite même de cette cérémonie de prestation de serment. Mais est-ce que le fait de voir déjà certains éléments, certains membres de la Commission électorale nationale indépendante se mettre aux arrêts, cela confirme qu'il y a eu fraude électorale? Je m'imagine, puisque ça ne peut pas venir du hasard. Je ne crois pas que des gens soient ramassés. Et voyez même, vous savez, si vous essayez de lire le processus dans sa globalité, processus électoral dans sa globalité, à partir du jour où on a publié le calendrier électoral, en novembre 2022, après le gros des activités électorales
qui ont suivi, c'était l'enrôlement. Mais pendant l'enrôlement, certains agents de la CENI auraient été interpellés, voire même arrêtés, détenus, à la suite déjà de leur comportement immoral qu'ils ont affiché déjà à l'époque. Même à partir de ce que nous avons appris pendant cette phase, ou disons ces activités d'enrôlement des électeurs, qu'il y en a de ceux qui ont marchandé l'enrôlement. Pour avoir la carte d'électeur, il faut avoir payé 1000 francs, il faut avoir payé 5000 francs, il fallait. Ça portait déjà des séquelles de fraude. Et s'il faut avancer, beaucoup d'autres événements se sont succédés, mais lorsqu'on est arrivé au vote, nous apprenons que les machines à voter ont été retrouvées dans des résidences de certaines personnes. Il y en a eu de ceux qui ont été attrapés en train de transporter des machines à voter. Et la CENI, pour confirmer ça, est arrivée à déclarer certaines, à invalider certaines personnes, certains candidats, à la suite d'avoir s'être rassurés qu'effectivement, ces personnes ici ont fait la fraude, sont passées au bourrage des urnes et consorts. Et que peut-être certaines personnes, agents de la CENI, auraient contribué à cette fraude électorale. Et je me dis, c'est qu'en réalité, lorsque la personne qui était chargée de l'organisation des élections procède à des évalidations, à des arrestations et consorts, c'est qu'en réalité, cette personne-là est consciente que le processus s'est déroulé de la manière dont elle s'y attendait le moins. Mais est-ce que pour couper court, vous doutez de la victoire écrasante de Félix Tshisekedi? La victoire lui a été cédée, mais ce n'est pas la vraie vie. Vous savez, en droit, nous avons appris même, beaucoup d'autres analystes l'ont chanté, beaucoup d'autres personnalités sociales l'ont dit. En droit, la fraude corrompt tout. Du moment que l'organisateur des élections en République démocratique du Congo, qu'on appelle le CENI, a constaté qu'effectivement, dans ce panier-là, de 73%, il a été retrouvé quelques fruits pourris. Des voix qui sont issues de la fraude, que j'appelle fruits pourris. C'est qu'en réalité, le panier-là n'est pas bon. Il faut qu'on le vide pour qu'on essaie de voir encore une fois comment on va les charger. À défaut de quoi, on va aller avec les fruits, avec le panier, tout en ayant dedans des fruits pourris, ce qui va continuer à abîmer davantage le reste du contenu. Mais qu'on se dise la vérité, Kakule Sassita, est-ce que si et seulement s'il n'y avait pas fraude, comme vous dites qu'il y a eu fraude, est-ce que Moïse Katumbi allait vraiment faire face à Félix Antoine Tshisekedi? Pourquoi ne pas faire face à Félix Tshisekedi? Tshisekedi, en lui, il représente quoi? Sur le plan politique, sur le plan électoral. Il représente quoi pour que Moïse Katumbi ait peur de lui? Peut-être il est populaire que Moïse Katumbi. Non, je ne crois pas. Ce que nous disons, c'est quoi? Ce qui fait état qu'effectivement il n'est pas populaire comme Moïse Katumbi, c'est qu'il a usé de la fraude. Et pourquoi est-ce qu'il a recouru à cette fraude? C'est lui qui, comme on l'a dit, Mwenyanaji Aminia. Pourquoi est-ce qu'il a recouru à cette fraude? Pourquoi est-ce que la grande partie de ceux-là sont ses lieutenants? Mais jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle n'a pas reconnu cette fraude. Pourtant, elle est la seule institution. Nous l'avons appris plus d'une fois. Et beaucoup d'entre les animateurs des institutions et de l'État, tout comme d'appui à la démocratie, l'ont dit. Que même cette Cour-là, elle porte des séquelles de la corruption. La manière dont elle a été constituée, les membres qui la composent. Bon, il y en a beaucoup d'entre les Congolais qui se disent, bon, ce qu'ils ont dit là, ce n'est que ce qu'ils devaient dire. C'est-à-dire que toutes les institutions de la RDC sont arrivées. La plupart, nous l'avons plusieurs fois fustigé. La plupart, en commençant par la CENI, la Banque centrale, la Cour constitutionnelle et les autres institutions. Non. Elle ne porte pas crédit par rapport à la manière dont les choses doivent se passer. Eh bien, merci beaucoup pour votre point de vue, Kakule Sassita. Je vous garde un peu, je prends M. Christian Tombo.
vous représentez valablement les chefs de l'État ici en province du Nord Kivu. Je rappelle que vous êtes le nouveau coordonnateur de l'Union Sacrée en remplacement de Stéphane Machukano. Alors, je m'en vais vous poser cette question. Est-ce que vous avez trouvé normal qu'aucun candidat de l'opposition n'a, en tout cas, convaincu la population ici en province du Nord Kivu? Je vais dire même aussi dans la province du Sud Kivu. Mais avant de répondre à cette question, le chef de l'État prête serment ce samedi 20 janvier 2024. Est-ce que vous avez été convaincu des résultats proclamés par la CENI? Je sais que vous allez accepter. Heureusement que vous avez déjà affirmé. Vous avez avez déjà déjà affirmé. Alors, ces élections se sont déroulées. En RDC, nous n'avons jamais eu des élections claires comme les élections que nous avons eues. Toutes les fois, depuis 2006, quand les élections ont commencé à être organisées de manière qu'il faut, à chaque fois qu'il y a proclamation, il y avait toujours des revendications pour dire que le président qui est passé, il ne méritait pas. Mais pour ces élections, de manière particulière, la victoire de Félix Tshisekedi était bien tracée. Il n'y avait pas eu de revendications? En tout cas, même ceux-là qui pouvaient vouloir revendiquer n'ont pas eu la force de le faire parce qu'ils ont été témoins de cette victoire écrasante. Vous n'avez pas vu la plainte de M. Nzuluni Tolibé? Non, lui, il avait combien? 0, autant de pourcents. Peu importe les pourcentages. Peu importe le pourcentage. Vous savez, la revendication n'a pas eu de la force. Pourquoi? Parce que la population en âme et conscience a voté Félix Tshisekedi. Et ça, nous l'avons vu même pendant la campagne. On peut sentir la réalité électorale même pendant la campagne. Partout les chefs passaient, il était la bienvenue, il était accueilli. Et comme résultat, nous commençons par le Nord Kivu. Il a été voté à 90,45%. Alors, quel challenger pourrait dire on a volé pour lui? Non, l'opposition n'a pas d'argument pour prouver que Tshisekedi a volé les élections. Et même lorsqu'ils réclament, ils sont conscients qu'en tout cas, nous avons échoué. Et si c'était vous, vous alliez même croire dans ces résultats? Je n'ai pas à croire, mais j'accepte parce que c'est la réalité. Je n'ai pas besoin de la foi. Vous savez, on croit aux choses qui ne sont pas clairement claires. Permettez la tautologie. Mais les choses qui sont claires n'ont même pas besoin de la foi pour accepter. Donc, c'est clair. Raison pour laquelle, vous voyez, même lorsque l'opposition a fait un plan pour rejeter les résultats, ils n'ont pas pu avancer dans ces plans. Parce que peu de temps après, ils ont compris qu'en tout cas, cette démarche ne vale pas la peine. Parce que la population est derrière cet homme. Et si vous observez aujourd'hui, cette plainte n'a pas pu évoluer. Ils ont laissé tomber parce qu'eux-mêmes sont conscients qu'ils ont échoué lamentablement et que Tshisekedi a la confiance de la population. C'est pour la toute première fois en RDC où le chef de l'État est élu avec 73%. Même si on est tricheur. Quel tricheur peut prendre le courage de voler jusqu'à ce point? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce pourcentage? Il a travaillé. Comme par exemple? Il a fait preuve de son patriotisme. Le chef de l'État a pris le leadership de ces pays. Lui-même l'avait dit un jour et les gens ne l'avaient pas bien compris lorsqu'il avait prononcé la phrase Mboka Ekufakala. C'était simplement pour dire, lorsqu'il a pris la manette, le leadership du pays, le Congo était dans une situation anormale. Alors, il fallait commencer à reconstituer la nation. Sur le plan diplomatique, le pays était enclavé. Il a désenclavé et la lutte continue. Sur le plan militaire, notre armée avait beaucoup de défis et ne pouvait pas tenir devant l'ennemi. Il a pris le courage de commencer à reconstituer notre armée. Il a fait la gratuité de l'enseignement. Depuis que tu es né, mon frère, est-ce que ça t'est arrivé un jour d'étudier gratuitement à l'école primaire? Mais aujourd'hui, tes petits frères ou tes enfants
À l'école primaire, ils étudient dans de meilleures conditions. Laissez-moi finir. Et au début, c'était difficile parce qu'il fallait mécaniser les gens, il fallait arranger les problèmes des NI et consorts, mais sous peu, on s'est battu. Et ouais, je vous écoute. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous pouvez comparer les systèmes éducatifs actuels et celui passé pour me dire qu'il y a eu en tout cas gratuité de l'enseignement? C'est sûr, il y a eu gratuité de l'enseignement, mais ce que tu peux voir aujourd'hui, auparavant, vous pouvez trouver facilement un enfant de la 4e primaire, vous parlez, en tout cas vous allez sentir que vous êtes en face d'un élève, mais aujourd'hui est-ce que vous êtes sûr que même celui qui est en train d'obtenir aujourd'hui un diplôme d'État, comment vous voyez sa capacité? Non, savez-vous, en fait, l'éducation de manière générale en RDC a connu un moment de baisse. C'est pas avec l'événement ou l'arrivée de Félix Tshisekedi. Depuis un temps, depuis quelques années, la qualité de l'enseignement en RDC avait baissé. Et ça, c'est avant même l'arrivée du chef de l'État. Et lorsqu'il est venu, il a facilité la gratuité. Mais les cours sont donnés, le programme est respecté, les normes par rapport aux normes éducatives sont respectées. Donc, les mêmes enseignants qui étaient là avant continuent à prester jusqu'à aujourd'hui. Les contrôles au sein des écoles, c'est le même. Donc, je ne peux pas dire que la gratuité de l'enseignement est la cause de la baisse de la qualité. Non. Non, ce sont des esprits diaboliques qui peuvent chercher à diaboliser cette action. Au contraire, tout Congolais réfléchi devait louer cette action. Il faut être sorcier pour refuser et s'opposer à ce que ses enfants étudient gratuitement. Bon voilà, vous avez tout fait pour vanter Félix Antoine Tshisekedi. Vous devez normalement les représenter. Non, je répète que je ne les vante pas. C'est à cause de ses mérites que la population l'a choisi à 73%. C'est à cause de ces mérites-là que la population du Nord Kivu l'a choisi à 90%. Donc, je n'invente pas que je les vante. Non, je ne les vante pas. Mais je dis la réalité. En un moment, Congolais, nous devons être à mesure de dire les choses telles qu'elles sont. Allez, mais monsieur Christian, répondez par oui ou non. Vous habitez dans la province de Nord Kivu? Oui. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'est aujourd'hui la province? Bien sûr. Pourquoi vous vantez toujours Félix Tshisekedi? Je ne vous ai pas entendu parler de la situation sécuritaire. Vous avez parlé de tout et de rien, mais vous n'avez pas voulu toucher l'aspect sécuritaire. Je rappelle que ce sujet va bientôt être abordé, mais Tshisekedi est en train de prêter serment. Vous avez dit qu'il a mérité les 73% qu'il a eu. Est-ce que vous êtes sûr que même celui qui est à Lucho peut dire que Tshisekedi a mérité les 73%? Vous savez, notre pays connaît beaucoup de défis. Même un voyage de 1000 km commence par un pas. Et durant le premier mandat, le chef de l'État a posé les premiers jalons. Et comme je l'ai dit bien avant, le premier jalon consistait à constituer une armée forte. Ça ne servait à rien, ça fait maintenant plusieurs décennies que la RDC connaît les guerres. Les guerres ont commencé depuis quand nous étions mineurs. Et même avant nous, il y avait des guerres. Mais depuis les années, l'arrivée de l'AFDEL, les guerres se sont suivies. Alors, plusieurs formules pour mettre fin à cette guerre ont encore enclavé la nation. Parce que les formules que le prédécesseur du chef de l'État actuel ont employées, c'était des formules de brassage, mixage, et tout cela a favorisé l'infiltration et l'anéantissement de l'armée. Mais présentement, le chef de l'État, animé par l'amour de sa nation, a dit d'abord non à la question d'intégrer les ennemis de la nation dans l'armée. Ça, c'est le premier pas vers le changement des choses. Des deux, par rapport à cette question de guerre, le chef de l'État a commencé à bâtir l'armée. Et en parlant de bâtir l'armée, il a procédé à la formation. Et
vous êtes témoins, il y a eu beaucoup de recrutements. Beaucoup de jeunes ont été formés. Au-delà de la formation, le chef de l'État a procédé à équiper l'armée. Et notre armée est vraiment équipée aujourd'hui. Et ne vous en faites pas. Quelqu'un pourrait me dire, mais non, tout cela sert à quoi? Équiper l'armée, mais on ne voit pas le résultat. La guerre ne finit toujours pas. La guerre ne finit toujours pas. Former le militaire, ça ne marche toujours pas jusque-là. Il y a un temps pour toutes choses. Même la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et pendant ce temps, c'est la population qui a un peu les prix. Vous savez, la paix a toujours un prix. C'est regrettable parce que la population en souffre. Mais si on allait courir vite et engager la guerre, nous serions mal partis. La guerre, c'est la stratégie. Avant de frapper fort, il faut te rassurer que tu as mis les bases nécessaires. Et durant le premier mandat du chef de l'État, il a travaillé sur les bases nécessaires par rapport à notre armée. Alors, donnez-nous un peu de temps. Nous commençons le deuxième mandat. Le chef de l'État prête serment d'ici samedi le 20. Rassurez-vous, chère population, s'il y a quelqu'un qui rêve voir la paix revenir dans notre contrée, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et parmi les premières mesures qui seront prises, rassurez-vous, la question sécuritaire en est prioritaire. Répondez maintenant à ma question. Vous pensez que les candidats de l'opposition n'ont pas mérité pour qu'on ne trouve même pas un seul? Est-ce qu'ils n'ont pas été forts? Ils sont faibles. Ce sont des faibles. En commençant par leurs leaders, ils sont faibles. Qu'ont-ils fait pour être élus? Comment est-ce possible que dans toute la partie Est, je prends la partie Est, je parle de la province du Sud Kivu, parce que si vous essayez un peu de voir, il n'y a aucun opposant qui est élu. Ici, dans la province du Nord Kivu, même chose. Vous êtes sûr que vraiment, c'est normal? La population n'est pas dupe. Je commence par les patrons de mon co-débatteur, coordonnateur d'ensemble. Son chef, Katumbi, même pour condamner le M23, c'était un problème. Pour dire que les agresseurs de la RDC, c'est le M23 avec la bénédiction du Rwanda, ça lui a pris le temps. Il fallait beaucoup de pression pour que accidentellement, il prononce quelque chose de ce sens. Qui l'a mis pression selon vous? C'était la population, les opinions publiques. Alors, la population n'est pas dupe. Quelqu'un qui est incapable de dénoncer le mal ne mérite pas le soutien de la population. Raison pour laquelle la population lui a fait carton rouge. Un véritable carton rouge. Il ne mérite pas. Vous savez, ce sont ces gens-là qui étaient prêts à dire qu'il n'y ait pas élection, mais passons dans un gouvernement de transition. Que nous constituons encore un gouvernement où tout le monde est dedans, prolongeons, les élections auront lieu plus tard. Ça nous aurait ramené 15 ans, 20 ans en arrière. Donc, ce sont des gens qui étaient généralement animés par les sentiments de se retrouver, simplement. La population n'était pas dans leur calcul. Regardez, en un moment, tous travaillaient avec Nanga. Ils étaient ensemble, c'était une même famille. Et comme ils avaient des complots contre la nation, les uns, leurs complots étaient vus à nu, et d'autres ont eu honte, ils se sont recroquevillés en eux-mêmes. Donc, l'opposition, la RDC n'a pas de véritable opposant. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est normal que dans une assemblée nationale, il n'y ait pas des opposants? Vous pensez comment vous allez mener ces mandats? Je ne dis pas qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'opposants. Ils sont trop peu. Trop peu, c'est différent de ne pas être là. Ils ont mérité de ne pas être élus massivement parce qu'ils n'ont rien fait pour la population. C'est la population qui les a sanctionnés. Ça, nous devons en être conscients. Je prends l'exemple du Nord Kivu. Quand le chef de l'État est élu à 90,45%, combien voulez-vous que vos députés soient élus? Ils n'ont pas atteint les seuils au Nord Kivu, mais au pays, ils ont eu quelques députés. Je prends l'exemple de quelques partis de l'opposition. Il y a Dipro qui a atteint le seuil, il y a Ensemble qui a atteint le seuil, il y a Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, il y a LGD avec son député unique. En fait,
fait, il y a certaines plateformes de l'opposition qui ont été l'essai. Mais la majorité des postes ou la majorité des sièges étaient accordés au camp du chef de l'État parce que il a eu la confiance de la population. C'est pas parce qu'il avait l'institution entre ses mains? Non. Je tiens à féliciter la CENI. Mon collègue a dit non, certains agents de la CENI sont aux arrêts, cela témoigne qu'il y avait fraude, certains candidats ont été invalidés, précisément 82, mais cela prouve à suffisance combien ces élections ont été claires. Mais c'est ça, c'est Jean-Denis Ngobila qui est en train de superviser les travaux de prestation de serment à Kinshasa. Alors, je reviens d'abord à cette question de la clarté ou des élections justes. Alors, je dis, les élections ont été justes. Vous savez, toute l'organisation électorale partout dans le monde ont toujours des problèmes, des défis. Mais attends, est-ce qu'on a invalidé déjà ou bien on a mis de la poudre aux yeux de la population? Lorsqu'on invalide Jean-Denis Ngobila, c'est lui qui est à Paris encore en train de préparer la prestation de serment de Tshisekedi. C'est pas se moquer de la population? Non, il ne s'agit pas de la poudre. En fait, nous avons une CENI qui s'est montrée impartiale. Parce qu'il y a même des familiers du chef de l'État qui ne sont pas passés. Des proches. Même le coordonnateur national de la campagne du chef de l'État, le maître Jacquemain Chaban, il n'est pas passé. C'est lui qui coordonnait toute la campagne du chef. Comme il n'a pas mérité, n'a pas été élu, il n'est pas passé. Il n'a pas postulé? Oh, il était candidat. En ville de Goma? Alors, non, pas dans la ville de Goma. Mais néanmoins, il y a aussi la question de la justice qui s'est vue. Le fait même par lequel il y a certains agents de la CENI qui sont poursuivis, cela prouve que la CENI a été objective. Même dans les élections passées en RDC, certains agents de la CENI étaient dans ces magouilles, mais on ne les voyait pas être poursuivis. Donc cela prouve que nous sommes dans un état de droit. Personne n'est intouchable. Alors, même parmi les gens qui ont été invalidés, il y a des grandes personnalités. Mais peu importe les rangs, allez, comme ils ont trempé dans la corruption, on les a invalidés. Mais écoutez, là où il y a eu plus de 28 000 candidats, s'il y a 82 candidats, ça représente quoi? 0,0611. Donc, à cause de ces 82, on ne peut pas dire les élections ne méritaient pas, annulons tout. Non, ça représente un faible pourcentage. Bref, au Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu, les opposants n'ont pas eu de sièges parce qu'ils ont été faibles. Bref, c'est ça? Ils n'ont pas travaillé. Merci. Ils n'ont pas convaincu la population. Merci beaucoup, Christian Tombo. Alors, Kakule Sassita, je rappelle que vous avez peut-être parmi ceux qui ont été faibles, selon Christian Tombo. Je rappelle que vous avez postulé à la députation nationale dans les territoires de Lubero. Et jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours député provincial. Parce que la nouvelle équipe n'est jusque-là pas installée et on ne connaît pas qui est député provincial et qui ne l'est jusque-là pas. Alors, vous acceptez sportivement que vous avez été faible? Non, j'ai été faible par rapport à quoi? Par rapport à la tricherie. Quand les gens se promènent dans mon territoire avec des machines à voter, et on me dit que le fait pour moi de n'avoir pas eu la force de transporter une machine, je suis faible. Non, je ne crois pas que ce soit ça la faiblesse électorale. Moi, j'ai été fort. Je me suis battu, mais si c'est au nom de la corruption qu'on va apprécier l'effort, alors là, il faut se rendre compte que la nation ne sera jamais bâtie. La nation devrait être bâtie sur base de la justice. Et la justice doit commencer par le travail sérieux, le travail des hommes honnêtes, et non pas le travail des tricheurs et des fraudeurs. Et donc, ce n'est pas question de faiblesse. C'est question tout simplement de moralité par rapport aux élections. J'ai dit l'organisation même des élections n'a pas été à mesure de bien faire le travail. J'apprends, non, ça dénote qu'il y a la justice, que les fois passées, est-ce qu'il y avait des gens qui se promenaient avec des machines? Mais cette fois-ci, et tout le monde l'a vu. Que ce soit de la part de la CENI, que ce soit de la part de la population et les candidats et même, tout le monde a vu que les gens se sont retrouvés avec des machines. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu de ceux qui ont été invalidés.
Et la conséquence, c'est que nous ne devons pas commencer à chanter du haut des montagnes que nous sommes forts par le fait tout simplement d'avoir été à mesure de transporter 2 ou 3 machines et vous dites que vous êtes fort sur le plan de la campagne ou des élections. Non, ça c'est d'ailleurs se moquer de la population. La population même qui a attrapé ces gens, la population vient vous attraper en train de voter et puis vous continuez à chanter non, nous sommes forts. C'est honteux, ce n'est pas sérieux. Et donc, j'imagine que ce n'est pas question de la faiblesse des opposants. Et une chose est certaine, il est des fois que les gens pensent que être chanté, publié, que ça suffit pour montrer que vous avez été fort. Ce que nous attendons, c'est quoi? C'est le travail. Les gens viennent de faire 5 ans. Mais pendant les 5 ans, ce dont ils ont été à mesure de faire, c'est quoi? C'était d'aller nous éviter l'EAC. Ce que Kabila n'avait jamais signé. Ils ont été à mesure de le faire. Et après, ils sont en train de balbutier. Non, vous mourriez quoi nous? Mais ils ont encore 5 ans. Ce qu'ils ont été à mesure de faire, c'était de nous amener l'M23 que Mamadou avait déjà chassé en 2012. Parce que ça existait quand ils prenaient le pouvoir. Eh bien, voilà. Et ils ont été retrouvés à un certain moment en train d'entretenir la délégation du M23 à Kinshasa par des correspondances. Eux-mêmes, ils ont écrit que non, nous avons fait 14 mois avec la délégation du M23. Qu'est-ce qu'ils étaient en train d'arranger? Voilà. Ça veut dire, ce sont des gens qui sont... Et aujourd'hui, nous apprenons, ils ont arrangé d'abord l'armée. Si vous arrivez chez moi à Albert, quelle est l'armée qui est là? Ce sont ceux-là qu'on appelle les Wazaland. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire payer les 5 000 francs, 2 000 francs à tout citoyen habitant dans un village. Allez, vous êtes chez vous, vous ne traversez même pas un seul chemin. On vous dit, chez toi ici, tu dois nous faire 2 000 francs. Permettez... Et ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation de l'armée. Je crois que c'est quand même honteux que quelqu'un vienne chanter. Non, on a d'abord organisé l'armée. Voilà l'armée qu'ils ont organisée. Et voilà, dans quel pays? Vous pouvez le permettre, Kakule Sassita. Directement, nous sommes aux entrées. Vous nous faites entrer dans le deuxième sujet de notre mission. Les rebelles du M23 promettent se venger peut-être contre la population ou bien contre l'armée congolaise. Parce que des délais ont été tués par les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que la population ne risque pas? La population a souffert de ces gens. Ce n'est pas seulement aujourd'hui où le fait qu'il y a 2 de leurs qui ont été tués que ces gens font souffrir la population. Imaginez-vous, les gens aussi, il faut rentrer même, puisque vous allez permettre que nous puissions combiner les tout. Nos frères et sœurs qui sont à Rutshuru, ils n'ont pas participé aux élections. C'est à la suite de qui? Et on nous dit non, il y a des élections qui ont été bien organisées. Quand certains territoires n'arrivent pas à participer au processus. Et vous voyez que même jusqu'à aujourd'hui, dans nos réflexions, on ne sait pas comment on va aller voter gouverneur sans nos frères de Massissi et de Rutshuru. Ou alors on va encore attendre jusqu'à quand? Et devant toutes ces difficultés, vous voyez, les gens, ils ne se gênent pas d'avoir contribué à l'échec des élections ou au désordre dans notre pays. Les M23, s'ils disent qu'ils vont se venger, ils vont se venger contre qui? Contre leurs amis. Comme nous venons de le dire, pendant le premier mandat, les gens ont été à mesure d'entretenir les M23. Ils ont accueilli la délégation du M23 pendant 14 mois. Et c'est écrit par le ministre lui-même de la sécurité. On ne sait pas ce qu'ils ont arrangé là-bas. Et les jours où cette délégation est revenue de Kinshasa, jusque de là où elle est venue, ils sont entrés par Bunagana. Aujourd'hui, ils sont là. Peut-être qu'ils sont en train de réclamer ce qu'ils ont signé là comme accord. Ou c'est peut-être ça, ce qu'ils ont convenu que bon, vous allez, mais allez entrer par Bunagana et puis faites souffrir la population là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas quelques avancées quand même qu'on peut noter? Quelles avancées? Nous disons, nous avons participé aux élections de 2018. Nous étions avec les problèmes des ADF-NAL. C'est ce qu'on décriait, non, les ADF, les ADF, les ADF. Évidemment, avec les kidnappeurs, 40 voleurs et consorts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les 40 voleurs ont pris fin?
N'est-ce pas qu'avant-hier, on a tué un revendeur d'unité là-bas? Et est-ce qu'aujourd'hui, le kidnapping a pris fin? Est-ce qu'aujourd'hui, les ADF ont pris fin? Et à tous ceux-là, à tous ces faits-là qui existaient avant leur arrivée, il s'est ajouté l'M23, qui n'existait pas en 2018. Mais c'est revenu. Si vous le permettez, il a pris le temps. Nous sommes en train de voir l'horloge. Pendant que vous étiez en train de parler, je ne me suis pas agité. Mais comme ce sont des sensibilités maintenant qui touchent vos cœurs, vous vous agitez pourquoi alors que le modérateur est là, il n'a rien dit. Il n'y a pas question de partialité. Je vous donne juste le temps de parler. S'il vous plaît, laissez que Kakule Sassita termine son propos. Ne vous agitez pas. Quand les gens veulent vous présenter la situation telle qu'elle, vous vous agitez pourquoi? Je vous dis, la situation sécuritaire, là nous parlons des rebelles M23. Ces gens n'existaient pas quand vous avez pris le pouvoir. Mais pendant votre règne, vous les avez entretenus à Kinshasa et ils sont arrivés sur base de votre entretien. Et ça, vous voulez encore contester quoi? C'est ce que les gens vivent. C'est ce que les gens, ça ce sont les faits vécus. Et après ça, pour terminer, j'apprends non, Katumbi ne condamne pas les M23. Et vous qui l'avez condamné, vous avez abouti à quoi? C'est ça le fait. Et même s'il faut dire ça, à combien de fois il l'a fait? Il l'a fait plus d'une fois. Et s'il y a de quoi demander que nous puissions amener les vidéos et les audios, nous allons les amener. Mais il l'a condamné plus d'une fois et revenir pendant la campagne. Non, il ne condamne pas les M23. Et vous qui l'avez condamné plus que Katumbi, s'il faut dire ça de cette manière, au moins plus qu'il a condamné ça. Et vous qui avez été à mesure de le condamner plus que Katumbi, à quoi vous avez abouti? Est-ce que vous avez déjà délogé cet ennemi? Merci beaucoup. Et donc c'est question, donc je m'imagine que, et là il faut d'abord reconnaître que vous me ravissez la parole avant que je ne réalise autant de minutes qu'il a fait. Merci Kakule Sassita. Allez, Christian Tombo, directement réagissez. Merci. L'opposition doit cesser de jouer à l'hypocrisie. Vous êtes parmi les gens qui ont comploté pour que ce pays soit parfait. Comment ça? Je m'explique. Aujourd'hui, à l'opposition, nous avons le FCC, nous avons ensemble, vous tous, vous êtes dans la même boîte, amis. Pourquoi le M23 était calme? Parce qu'ils étaient servis. C'était un semblant d'accalmie. Allez, très rapidement, parce que le temps presse. Laissez-moi finir, parce qu'il a pris tout le temps. Alors, le M23 était calme durant tout ce temps parce qu'il y avait un semblant d'accalmie. Ils étaient servis. Alors, le M23, s'il vous plaît, laissez-moi une minute finir, parce qu'il a parlé pendant 5 minutes. Finissez directement votre propos, nous sommes en train de finir. Il a fait des affirmations graves et je dois éclairer. Mais sérieux. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Le M23 était calme parce qu'il y a eu un semblant d'accalmie. On dit souvent, pour préparer l'homme